Bienvenue dans Paris, votre émission sur les coulisses de la création en partenariat avec la structure du Paris, avec Tarbes en Seine, où on fait découvrir chaque mois un petit peu les coulisses de ce travail qui est proposé ici. On est bien sûr pendant la répétition publique, avec le public qui est derrière les caméras que vous ne voyez pas, sauf si on fait un petit plan d'ici la fin de cette émission. Ce que vous voyez à côté de moi, c'est Anna Mazzotti. Bonjour. 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 Avec le micro, effectivement, c'est mieux. Roland Mabadi et Francis Ferrier. Bonjour, messieurs. Avec ce spectacle musical que vous allez nous proposer ici au Paris, les dates s'affichent sur votre écran. Anna, c'est Brassens qui sera à l'honneur. Absolument, c'est Brassens qui sera à l'honneur cette année. Donc, moi j'ai fait une petite mise en place, on va dire, peut-être plus que mise en scène. Il y a quelques parties théâtrales, mais On dévoilera ça dans la troisième partie. c'est pour ça que je vais très vite passer la parole à la personne qui connaît bien son sujet, c'est Roland Mabadi, qui est donc chanteur, musicien, Francis Ferrier, qui est musicien dans le spectacle, et c'est Roland qui est à l'initiative du projet Brassens. Donc je vais lui céder la parole. Oui, avec d'abord la première question, c'est forcément pourquoi ce choix de Georges Brassens, un petit chanteur qui est pas très connu quand même, plus par sa moustache que par sa musique. Pas très connu. Pas très connu, mais je vais commencer par une anecdote. On fait des interventions pédagogiques dans un collège. Et la première question qu'on a posée aux jeunes gens avec qui on travaillait, est-ce que vous connaissez Georges Brassens? Non. Ah oui, la nouvelle génération ne connaît pas Brassens. Non. Déjà, la nouvelle génération ne connaît pas Brassens. Donc c'est peut-être l'occasion, j'espère que ce sera l'occasion pour certaines de découvrir ce chanteur, ce poète. J'ai choisi Brassens il y a très très longtemps que j'avais ça en tête, parce qu'en fait, pour moi, Georges Brassens, c'est comme un copain. Je ne le connais pas, je ne l'ai pas connu, mais c'est comme un copain qui m'aura accompagné tout au long de ma vie. Dès que j'ai croisé une guitare, j'avais 16-17 ans, essayer de faire 2 accords en suivant, premier exercice, et puis très vite essayer de jouer du Georges Brassens, parce que les textes m'attiraient beaucoup, quoi. Et donc tout au long de ma vie, j'ai appris des chansons de Brassens, ses textes par cœur, etc. Faisant du théâtre et de la musique depuis très très longtemps, je me suis dit qu'un jour, il faudrait monter un spectacle autour de cette œuvre-là, et ce jour est arrivé. Alors, très intéressant, dans quelques jours, on y est dedans, on baigne dans Brassens depuis quelques temps déjà. Et on va voir justement comment se fait cette création, parce que Brassens, c'est large. Mais je veux revenir sur la guitare, peut-être que Francis Ferrier va aussi pour en parler. Les mauvaises langues diraient que Brassens, la guitare, ça va pas être super compliqué, c'est pas les mélodies les plus agitées, on va dire. C'est plus subtil que ça, en fait, c'est relativement complexe, c'est une simplicité apparente. Je pense qu'il y a beaucoup de travail derrière. En fait, apparemment, il composait au piano et il s'accompagnait à la guitare dans un souci de neutralité un peu pour laisser la place à l'imaginaire, à la projection de l'auditeur. Et laisser la place au texte, effectivement, il était beaucoup sur le texte. Je ne sais pas quelle était la priorité chez lui. Dans les interviews, il me semble qu'il parle moins de musique que c'est un grand nombre de chansons. Mais quand il parle de lui, il parle beaucoup des textes, de la façon dont il a appris à écrire en s'inspirant des poètes. Mais bon, c'est sophistiqué. D'ailleurs, la preuve, ça a été souvent repris. C'est un peu comme des standards. Certaines de ces mélodies et de ces harmonies peuvent être aisément reprises par des groupes de jazz et ça fonctionne très très bien. Oui, parce que c'est cette image qu'on a de Georges Brassens, c'est la moustache, la guitare, et la vie, vous voyez, on a un peu moins fumé dans une plateau de télé, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça se gênait pas chez Jacques Chancel notamment, mais il n'a pas joué que avec cet instrument, c'est-à-dire qu'il y a eu aussi des représentations avec plus d'instruments autour de lui. Oui, mais
enregistrements et toute sa carrière, avec ses orchestrations qu'il a voulu comme ça, c'est-à-dire d'une manière assez monolithique, sa guitare, son rythme, le contrebassiste derrière. À une période, Joël Favreau est venu faire des deuxièmes guitares pour faire un peu des contre-chants. Mais il y a même des vidéos où on voit, à Bobino notamment, ou à, je ne sais plus dans quelle salle, où la production avait dû demander à Georges, bon, il faut le mettre un peu plein à vue, et c'est sur le rappel où il balance les copains d'abord, et il y a un orchestre de 50 types derrière le rideau, juste pour le dernier morceau, et lui il est mort de rire, quoi, parce qu'il a l'air de se dire, mais pourquoi? C'est pas la peine. Surtout que c'était une équipe, l'orchestre qu'on découvre aussi une équipe de ses copains, c'est Moustache, Zanini, enfin des musiciens de l'époque qui jouent du jazz et qui étaient un peu de sa tribu, un peu des fêtards, voilà, qui devaient profiter de sa musique, de sa bouteille à Réunion. C'était pas le genre à l'époque des sages. Ça fait souvent d'ailleurs la vie de Georges Marchal, on voit ça, c'est très sage et très fidèle. C'est bien connu. Il y a eu un très bon téléfilm qui avait été fait sur sa vie, sur la France 2. Et ils l'ont présenté comme très sage et très lumière. Moi, je sais pas vraiment. Moi, j'ai pas vu ça. Un coureur de dames, un libertaire. Libertaire, oui. Ouais, c'est comme ça. Libre penseur, qui a fait son chemin, avec des départs un peu chaotiques chez les A7, quelques bêtises de fête. Et puis la guerre qui éclate, le service travail obligatoire en Allemagne, la désertion en quelque sorte, il va se planquer à Paris. Puis il se débrouille à droite à gauche. Il écrit dans des journaux en art. Et puis, comme il dit, il essaie d'écrire des chansons, même au début il ne veut pas les chanter, il essaye de les proposer à d'autres. Et finalement, on le pousse un peu sur scène et le succès arrive, notamment avec le gorille, cette chanson qui me fait beaucoup parler de lui. Qui peut-être. Est-ce que c'est un peu transgressif? On va pas rappeler les paroles parce qu'on ne peut plus maintenant, on pourrait peut-être même plus chanter ce genre de paroles aujourd'hui parce que la justice en son grade, et pas que en son grade. C'est ça le transgressif ou c'est la plus populaire et dans les autres on y retrouve quelque chose de très libertaire aussi dans les textes? Oh oui, ça l'a suivi un peu plus loin, notamment quand il parle de la guerre, du pacifisme, quoi. Là, d'ailleurs, il a reçu quelques coups, parce qu'il n'était pas toujours compris dans son pacifisme forcené, je vais dire. Mais lui, il est de 21. Je ne sais pas quelle est l'histoire familiale, on est 3 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, et en 1941, il a 20 ans, quoi. Donc, voilà, c'est un sujet qui l'a pas mal marqué, apparemment. Pourquoi les hommes se font la guerre? Qu'est-ce qui se passe? Comment? Ensuite, il a fait des chansons, qui ont été, je pense notamment à La Tondue. À La Tondue, où il parle des femmes attendues à la libération. Apparemment, un épisode qui l'a vraiment choqué, puisqu'on était sorti de la guerre et que ça continuait à pouvoir décoller. Non, ensuite, il y avait, dans tous les textes, il y a quand même, je ne sais pas si c'est un libre penseur, il se moquait déjà du fait de ces textes, si on a dit vraiment, même du chauvinisme, du nationalisme, etc. Enfin, c'est assez récurrent. Après, les chansons les plus connues sont de très belles chansons sur l'amitié, l'Auvergnat, les copains d'abord. Il y a cette chanson sur le gorille dont on a parlé, mais quand il écrit La peine de mort est toujours active en France. Aujourd'hui, ça paraît tellement lointain, en fait. Lui, il est mort en 89. Donc il a toujours connu la France avec la peine de mort qui était applicable aux gens qui faisaient des bêtises, des grosses bêtises. Francis, on voit bien que Roland est intéressable sur Jean Brassens. C'est un univers que vous connaissiez, vous, celui de Brassens, que vous aimiez déjà? Moi, j'ai biberonné à Brassens, j'ai vraiment beaucoup écouté ça, en famille. Avec Roland, on a eu l'occasion en duo il y a quelques années en arrière de jouer un répertoire Brassens aussi. Donc on s'était déjà essayé à cet exercice, mais purement la chanson sans aucune mise en scène, sans rien. Mais Brassens, juste pour parler de côté révélation, a aussi composé des chansons paillardes. Il a composé, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cette chanson, ça vaut le coup d'aller l'écouter, elle est très longue, elle s'appelle Mélanie.
dans tous les sens, c'est-à-dire sans respect, mais tout en étant respectueux aussi. Si, je pense qu'il est très respectueux, mais lui-même se dit, si on écoute les interviews, par exemple, il se dit anarchiste, mais il est toujours dans une sorte c'est pas une posture de modestie, où il dit je me dis anarchiste, mais est-ce que je suis anarchiste? Il le sait. Je pense que pour lui, il n'est rien, fait, il est lui, quoi. Il est très individualiste en réalité. Dans la radiosophie de Jacques Chancel, il exprime le fait que pendant 1968, lui ne s'est pas engagé pour aller aux côtés des étudiants, comme ça, pour lui. Les étudiants règlent leurs problèmes. Les boulangers, s'ils ont un problème, ils vont régler leurs problèmes de boulanger. Et lui, il n'a pas à intervenir pour les boulangers. C'est assez particulier quand même. Comme, il est très, voilà, sur un sentiment très fort de liberté et d'individualité, mais ce n'est pas de l'individualisme. Malgré tout, il est dans la solidarité. Il peut être aussi dans le pardon. C'est un bouffeur de curé. Et en même temps, dans ses chansons, on trouve pas mal la notion de pardon, qui est une notion très catholique, très religieuse. Donc il est comme nous tous, il est plein d'habilité. Il les assume, il les exprime. Voilà. C'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il est. Moi, ce qui m'a toujours touché, outre son talent d'écriture et de musicien, c'est, je trouve qu'on sent une sincérité derrière ça. Et moi, c'est ce qui marche, c'est ce qui me touche. On sent le bonhomme dans ces chansons, il n'y a pas d'affectation. Alors, on va voir dans une troisième partie comment vous avez mis tout ça sous la baguette magique d'Anna, tout ça en spectacle, parce qu'il y a plein de choses. Il n'y a pas que de la musique, il y a beaucoup de la musique, mais pas que. Et auparavant, et juste après cet extrait des répétitions, on va voir ce qui est la compagnie de pied dans le plat, parce que c'est elle qui vous accueille avec le Paris durant cette nouvelle instance. C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en-dira-t-on. Avec impudeur, ses commères lorgnaient même un endroit précis, bon, que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Tout à coup, la prison bien close où vivait le bel animal s'ouvre. C'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le singe, en sortant de sa cage, dit « C'est aujourd'hui que je le perds. » Il parlait de son pucelage. Vous aviez deviné, j'espère.